oui, vous ne vous êtes pas trompé d'adresse, vous êtes sur Mikuba Télévision et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour faire la rétrospective de votre magazine de la femme. Et oui, comme on le dit, ce jeudi est réservé aux meilleurs de Entre les Diz. Alors, nous allons sans plus tarder commencer pour signer son retour. La belle Madame Immaculée Soudi nous a appris comment blanchir ses dents. Ah oui, parce que ça fait vraiment un effet là, quand tu souris et qu'on regarde tes dents, on sent qu'il y a un peu de blancheur là-dessus. Alors, chère dame, vous qui aimez le sourire comme moi, comme Immaculée, elle a trouvé une astuce merveilleuse pour vous. On la retrouve juste après ce carton. Voilà, Jackie, comme je l'ai dit, aujourd'hui on va apprendre comment blanchir ses dents et c'est avec des histoires vraiment, je ne sais pas dire pas trop compliquées, même pas compliquées, qu'on a généralement à la maison. Je ne pense pas qu'il y a une femme ou encore un homme qui chez lui manque le makala, donc la braise. En tout cas, chez Lina, chez toi, chez Sagouin, chez tout le monde, chez Alain Saint-Pierre, il y a les makala. Donc, c'est vraiment une astuce qui va aider toutes les personnes qui nous regardent. Alors, comment blanchir ses dents? Tout à l'heure, tu as dit, Jackie, j'ai aimé quand tu as dit que, en fait, la couleur des dents, ça fait aussi partie de la beauté d'une personne, surtout pour les femmes. Pour nous qui aimons sourire à tout moment. Surtout toi. Imagine, moi, pas seulement moi et Lina. Moi, je me dis même quand tu dors, tu souris, tu ris même. Voilà, comme là, je suis en train de rire, je ne sais pas moi sourire ou rire, mais imagine que mes dents sont jaunes. Il y a quelqu'un même qui m'écrit, me dit, mais pourquoi tu souris à tout moment? Je dis, mais parce que j'ai envie de sourire à tout moment, en fait. Imagine, mais avec les dents jaunes, c'est pas beau à voir. Alors, comment arriver à blanchir ses dents? Déjà, avec l'effet de laver la bouche, donc comme on dit, brosser les dents régulièrement, donc matin, soir, comme d'habitude. L'effet de bien nettoyer la bouche, bien brosser ses dents. Bon, ça garde les dents propres et la bouche propre, mais pour blanchir, parce qu'il y a de ces personnes qui, je ne sais pas dire d'une manière naturelle ou naturellement, ont des dents qui ne sont pas vraiment blanches. Oui, mais il y a toujours moyen d'essayer de blanchir ces dents-là. Ou encore tes dents étaient vraiment blanches, mais parce que tu n'entretenais pas très bien la bouche ou encore les dents, du coup, il n'en a pas jaune. Alors, comment faire? On a besoin de la braise, comme j'ai dit, le makala. Le makala qu'on va fondre, hein. C'est comme ça qu'on dit, Lina? Qu'on va écraser. Qu'on va écraser, voilà. Kutuangayo. Alors, vous allez prendre soit utiliser la râpeuse pour avoir vraiment la poussière, au vrai sens du mot, la poussière de makala, ou carrément prendre le mortier et le petit mortier et un petit pilon. Vous essayez d'écraser, donc d'épiler ou d'écraser ça afin d'obtenir la poussière ou encore la poudre de makala. Alors, lorsque vous avez la poudre de makala, comme moi là, j'ai la poudre de makala, vous allez également prendre la pâte dentifrice. Ça dépend de la dentifrice que vous utilisez. Il n'y a pas de, je ne sais pas moi, de dentifrice recommandé, du genre pour dire non, il faut utiliser son sodine. Bon, pour éviter la publicité, déjà je suis en train même de faire des publicités. Il faut utiliser tel dentifrice. Non, non, n'importe quelle pâte dentifrice que vous avez l'habitude d'utiliser chez vous à la maison. Vous allez prendre le makala, donc la poussière de makala, vous allez mélanger à la pâte dentifrice. Et voilà, donc je vais mélanger juste une petite quantité, hein, parce que de toute façon, on ne va pas utiliser ça maintenant. Alors, vous allez mélanger. Il faut vraiment bien agiter ça, hein, jusqu'à ce que les mélanges soient homogènes. Oui, j'ai juste pris une petite partie pour démontrer aux téléspectateurs. J'espère qu'on est en train de voir. Hein. Voilà. Voilà. Alors déjà, quand je mélange comme ça, quand j'essaie de voir ça, les résultats que j'ai, c'est donc la pâte dentifrice mélangée au makala. Ça donne une pâte qui devient encore lourde. Hein, donc ça devient... il y a bougito quoi. Donc c'est pas comme la dentifrice inécala, ça devient un peu lourde par rapport à l'état initial de la pâte dentifrice. Je vais continuer à mélanger. Lorsque je me rends compte, ou quand je vais me rendre compte que le mélange est vraiment homogène, maintenant, on va prendre la brosse à dents
comme d'habitude, je ne sais pas, en tout cas, je ne pouvais pas quand même brosser ici, mais nous tous, on a des brosses à dents à la maison. Oui. Vous allez prendre la brosse à dents et ça, c'est matin, soir. C'est pas que non, c'est une astuce à faire 2 fois la semaine. Chaque jour, vous allez commencer à utiliser ça comme votre pâte dentifrice, mais vous ajoutez la poussière de macala, donc la poussière de la braise. Vous prenez, vous commencez à nettoyer, vous frottez au besoin. Si vous vous rendez compte qu'avec la brosse à dents, vous n'arrivez pas à bien enlever tout ce qu'il y a comme taches jaunes sur vos dents, vous pouvez prendre la braise. Hein. Vous voyez le macala comme quand on n'a pas encore écrasé ça. Je prends un exemple, comme là j'ai juste pris un tout petit morceau. Alors vous allez faire ceci, vous prenez, vous ouvrez la bouche et vous commencez à, comment on appelle ça, Lina? Les entre-dents, les espaces des dents là. Je ne sais pas, bon, enfin, les gens ont compris. Hein. Vous prenez une petite partie ou un petit morceau de macala. Vous allez commencer à faire passer dans les petites parties là, les espaces là, entre les dents. Vous allez vraiment commencer à faire passer très bien avec un miroir. Si au besoin, vous faites passer avec le miroir. Donc, quand vous terminez de brosser avec ces mélanges, vous prenez un petit morceau et vous commencez à faire passer. Déjà, moi, je me rappelle quand on était petite, à un moment, on utilisait la braise. Quand on mais moi, j'ai utilisé ça. Oui, moi, quand on n'avait pas de dentifrice. Obligée même à utiliser la braise pour brosser ses dents. Ouais, à chaque fois qu'on n'avait pas de dentifrice à la maison, ma mère nous disait... prenez la braise, un morceau de braise. Ou bien le sel. Oui, bien le sel. Voilà, et on commençait à frotter avec le dent. Nos grands-mamans, et c'est aujourd'hui qu'on comprend que c'était vraiment une astuce aussi pour blanchir nos dents. Nous, à l'époque, on pensait que c'était dû à la souffrance. Mais aujourd'hui, vous imaginez... On se disait vraiment, même s'il faut galérer, on manque la pâte dentifrice, on commence à utiliser les macala. Maman, c'est quoi ça? Mais bizarrement, c'est aussi qui pensaient que tu as grandi dans un bon quartier et tout, viennent d'apprendre aujourd'hui que bizarrement, bizarrement, j'ai vraiment lavé la bouche avec le macala. Donc ne vous en faites pas, que cette beauté d'aujourd'hui ne vous intimide pas. En tout cas. Alors, que les filtres ne vous intimident pas, s'il vous plaît. Voilà. Alors, on va frotter et après rincer la bouche. Alors, ce qui est recommandé, par exemple, le soir, vous pouvez rincer la bouche avec l'eau tiède. Mais le matin, vous rincez la bouche normalement avec l'eau qui a une température normale. Mais le soir, si vous avez la possibilité, vous rincez avec l'eau tiède parce que ça va aussi tuer les microbes. Donc, c'est vraiment une façon de bien entretenir sa bouche. Mais j'aimerais rajouter quelque chose, Jackie, peut-être pour finir. Ce n'est pas que pour vraiment blanchir ses dents, on a juste besoin de ce que je viens de montrer. Mais ça, c'est le moyen le plus simple pour blanchir les dents. Mais on peut toutefois utiliser le curcuma. En swahili, c'est manjano. Voilà. Certainement, les gens vont se dire, manjano, c'est jaune. Voilà. Est-ce que ça ne va pas salir les dents? Non, non, ça ne va pas salir. Au contraire, ça va blanchir parce que Lina, elle utilise ça généralement. Mais moi, voilà. Heureusement que toi aussi, tu utilises. J'ai la preuve pour Lina parce que je la reconnais quand même. Et je vois comment ses dents sont blanches parce qu'elle utilise les curcumas. Donc, si vous avez la possibilité d'acheter les curcumas, vous pouvez acheter et puis vous commencez à utiliser. Mais si vous vous rendez compte que ça va vous demander trop, vous n'avez qu'à prendre le macala que vous avez à la maison 24 heures sur 24. Déjà qu'ici, à Colosie, on a un problème de courant. Donc, tout le monde a les macala. Voilà. Et oui, nous allons rester toujours avec la beauté des dames, où nous allons toujours parler avec, nous allons garder en fait l'option ou l'optique de blanchir, d'éclaircir, de nettoyer en fait. Et cette fois, ça ne sera pas avec Immaculée comme ça a été la dernière fois, mais cette fois, ça sera avec Déborah Moutonkele Mayaya. Et avec elle, nous allons essayer de voir comment éclaircir ses aisselles. Et oui, en tout cas, ça, c'est une option pour toutes les dames, en fait. Parce que nous, les messieurs, c'est normal. Eux, ils ont généralement les chemises, les t-shirts, tu vois, les blazers qui font en sorte que leurs aisselles soient généralement trop couvertes. Mais nous avons deux fois des robes monomanches, nous avons deux fois des cinglés, on se rend dans des salles
des sports, on sera un peu partout et quand ou de fois on a de temps de lever trop nos bras et ça fait mouche hein, quand vous avez vos aisselles qui sont tout noirs là. On se demande mais ben qu'est-ce qui se passe? On a brûlé un charbon de bois de ce côté ou quoi? Et on veut à tout prix avoir nos aisselles qui sont propres et bien éclaircies. C'est pourquoi, chères dames, je vous propose de prendre des cours tout de suite avec Deborah Mtonkole Mayaya. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle leçon de trucs et astuces. Aujourd'hui, dans cette rubrique, on va tout simplement apprendre à éclaircir nos aisselles, tant chez les messieurs comme chez les dames. Vous savez, souvent lorsque nous rasons nos aisselles avec notre lame de rasoir ou nos bics rasoirs, cela noircit un peu plus nos aisselles. Alors, c'est déconseillé de raser les aisselles avec une lame de rasoir parce que vous allez voir qu'après le passage de la lame de rasoir dans vos aisselles, vous allez commencer à voir vos aisselles noircir. La fois dernière, je crois qu'il y a plusieurs jours ou plusieurs mois, je vous ai appris comment on peut s'épiler chez soi à l'aide tout simplement de la pâte à dentifrice, du bicarbonate de soude et du jus de tomate que nous pouvons utiliser pour fabriquer une crème épilatoire chez soi à la maison. Ou tout simplement, vous pouvez utiliser les crèmes épilatoires, bien sûr, qui existent pour vous épiler les aisselles. Alors, déjà que vous êtes épilé vos aisselles avec une lame de rasoir ou tout simplement avec un bic rasoir et vous avez constaté que ça a déjà noirci, pas de panique, il y a une solution pour donc éclaircir vos aisselles. Alors, on aura besoin de quoi pour les éclaircir? On aura besoin de 3 éléments que nous avons ici. Nous avons besoin du curcuma, nous avons besoin du vinaigre blanc, nous avons également besoin du charbon de bois, donc de la braise, bien sûr que nous utilisons dans nos cuisines. On peut en trouver partout, même si vous dites que vous n'utilisez pas du charbon de bois pour faire votre cuisine, allez dans des dépôts, allez chercher les sacs, il y a ceux-là qui vendent les sacs de charbon partout, vous pouvez en trouver. Alors, vous avez les aisselles qui noircissent. On va donc appliquer ceci. On va prendre une certaine quantité de charbon de bois bien écrasé. Voilà, c'était le détail que j'ai oublié, que j'ai omis bien sûr. Alors, une certaine quantité, même 2 cuillères à café de charbon de bois que vous allez bien écraser. Et puis, vous allez venir ajouter une certaine quantité de curcuma à vos charbons de bois. Voilà. Alors, presque également 2 cuillères à café également de charbon de bois. Et vous allez également venir ajouter également 2 cuillères à café de vinaigre. Moi, je n'ai pas apporté ma cuillère, mais je peux toujours estimer. Alors, pour celles-là qui n'ont pas le vinaigre blanc à la maison, vous pouvez utiliser le jus de citron. C'est toujours efficace. Vous pouvez toujours en utiliser. Et voilà. Comme vous allez appliquer sous vos aisselles, soit à l'aide d'un pinceau ou tout simplement à l'aide de vos doigts, alors vous allez faire ce mélange avec vos doigts. Moi, j'ai fait avec mes doigts. Ça va donner un certain mélange, je voulais dire homogène, une pâte homogène. Ça fait tousser. Alors, je vais encore ajouter un tout petit peu de vinaigre pour que la pâte soit un peu... Voilà. En mélangeant le tout, vous allez voir que ça donne une couleur un peu verte. On a mélangé le noir et le jaune. Et là, vous allez avoir une couleur verte. Donc, ça va donner cette couleur-ci que vous allez appliquer dans vos aisselles pendant près de 15 minutes. Donc, vous allez appliquer dans vos aisselles, à gauche et à droite, là où c'est noir. Vous allez venir appliquer cela et puis vous allez laisser reposer 30 à 20 minutes. Ça dépend de ce que vous êtes en train de faire ou si vous êtes pressé, peut-être 20 minutes avant, vous pouvez appliquer. Et puis, vous allez venir rincer. Alors, faites ça 3 fois par semaine. Vous allez remarquer un changement. Alors, si vous trouvez que malgré que vous avez fait ce mélange et qu'il n'y a pas de changement, moi, je vous conseillerais d'y ajouter un tout petit peu du bicarbonate de soude dans le mélange parce que le bicarbonate de soude aussi va éclaircir donc vos aisselles et vous allez retrouver vos aisselles des jeunes. Alors, pour récapituler, aujourd'hui, on a appris comment éclaircir les aisselles. Alors,
vous qui me suivez, vous qui venez de me prendre en cours, on a juste mélangé le curcuma, le vinaigre blanc et le charbon de bois qu'on peut trouver partout. Si vous n'avez pas de vinaigre blanc, moi je vous conseille donc d'utiliser le citron ou si vous voulez, vous pouvez ajouter également le miel, mais déjà ce mélange suffit pour éclaircir donc vos aisselles. Donc madame, messieurs, merci donc à tous de nous avoir suivis. On se pose la question de savoir, est-ce qu'on peut retrouver aussi une femme avec de l'asthme? Ben, moi, personnellement, j'en ai déjà vu une. Ben, je ne sais pas vous, mais généralement, on a l'impression que ça se passe chez les petits garçons et tout. Mais quand c'est chez une femme, comment ça se passe? Comment elle fait? Et toutes ces questions-là trottent un peu dans notre tête. On a envie de savoir comment ça se passe, comment la prise en charge, elle est comment on s'y prend face à cette situation quand on est devant une femme qui a de l'asthme ou toi-même tu es une femme et que tu as de l'asthme. Comment tu t'en sors? Eh bien, notre docteur maison, Yvette Fortuné Kadiadia, nous en parle. Alors, quand on parle d'asthme bronchique, pour ceux qui connaissent l'anatomie, c'est une partie du poumon, des voies respiratoires, pas du poumon, des voies respiratoires. Alors, nous avons la trachée, nous avons les bronches, les bronchioles, les alvéoles, et puis il y a le poumon en général. Alors, quand on dit asthme bronchique, pourquoi on en parle d'abord? Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'asthme. Oui. Alors, quand on parle de l'asthme, on voit une maladie inflammatoire chronique qui va affecter principalement les bronches. C'est qu'au niveau des bronches, on va voir face à une situation, les bronches vont commencer à s'inflammer, à pouvoir se réduire de calibre et de produire du mucus. C'est ce qu'on appelle l'asthme bronchique. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de cette maladie, les causes? Alors, c'est généralement un problème qui vient d'une manière génétique. Alors, on a ça parce que dans la famille, il y a quelqu'un qui l'a, que ce soit un parent, dans le sang quand même, on porte cela, on le transmet à un enfant. Alors, ça va commencer à se manifester généralement pas au tout début. Parce que ce qu'il faudra savoir, c'est que les enfants, déjà très tôt, commencent à faire des maladies respiratoires. C'est même là la majeure partie pour laquelle, en fait, la majeure cause des consultations en pédiatrie, ce sont les voix. Mon enfant fait la toux, mon enfant ne respire pas bien, mon enfant fait des rhumes. Mais lorsque ça survient à l'âge de 2 ans et qu'à ce moment-là, l'enfant commence à faire plus de 3 fois ces crises-là au cours de l'année, on peut parler de l'asthme bronchique. Mais pour qu'on en parle, il faudra d'abord qu'on examine, est-ce que l'enfant l'a fait plus de 3 fois? Est-ce qu'il y a des facteurs auxquels l'enfant a été exposé pour qu'il puisse développer cette crise-là? C'est entre autres l'exposition au tabac. Si vous avez un parent qui fume, les tabagismes passifs, le fait que vous avez un parent qui fume et qu'il y a un enfant qui, à l'âge de 2 ans, qui commence à avoir à l'inspiration, plutôt à l'expiration, parce que nous inspirons, nous expirons. Mais lorsque votre enfant expire, vous voyez qu'il a des difficultés à expirer et il y a un bruit comme en train de siffler, un sifflement, comme on siffle, comme souvent les hommes sifflent. Alors ça peut être ça un signe qui montre que votre enfant est en train de faire l'asthme. Là, le facteur, c'est qu'il s'est exposé aux fumées, à la fumée j'allais dire, il s'est exposé même aux poils d'animaux, par exemple pour les animaux domestiques comme les chats, ça peut être lorsque nous sommes en train de tendre vers la saison sèche, le froid, lorsque votre enfant s'expose au froid, vous allez voir qu'il ne s'est pas expiré, avec la poussière, parce que le froid généralement ça s'accompagne avec la poussière, la saison sèche. Lorsqu'il s'expose pendant cette saison sèche, vous voyez que votre enfant n'arrive pas à bien respirer. Ça peut montrer que ça, c'est un signe qui montre que l'enfant fait l'asthme. Mais comme l'asthme, c'est une maladie chronique, on va la retrouver plus tard chez un enfant qui est garçon, lorsque c'est une fille, même pendant la vie adulte, c'est pourquoi on parle d'asthme chez la femme, mais c'est une maladie qui a été diagnostiquée généralement depuis la petite enfance, qui va être restée chronique jusqu'à l'âge adulte. Mais elle n'est pas contagieuse, cette maladie? Non, elle n'est pas contagieuse, mais elle se transmet assez souvent dans le sang. Donc comme ça, par exemple, un enfant qui a l'asthme, elle ne peut pas le transmettre chez un autre enfant,
Mais lorsqu'il l'a, il peut le transmettre chez son enfant qui va peut-être donner Alors, comment naissance. prévenir cet asthme-là bronchique? Comment il y a des préventions? La prévention, généralement, c'est par rapport... On ne va pas prévenir quelque chose qui est dans les gènes. C'est que c'est déjà dans notre sang, c'est dans notre organisme. On le transmet d'une manière invisible qui va passer d'une mère à l'enfant ou du père à son enfant. Donc, on ne sait pas prévenir déjà dans le sein, mais on peut prévenir des crises d'asthme. Comme je l'ai dit, une femme qui fait des cris, qui est asthmatique, qui est déjà diagnostiquée asthmatique, doit savoir à quoi il réagit. Parce qu'il y a d'abord l'environnement, comme je l'ai dit, le tabagisme, la fumée, la poussière et tout. Mais il y a aussi, ça c'est d'une manière générale, presque tout le monde peut réagir. Tous les asthmatiques peuvent réagir à cet environnement. Mais il y a aussi maintenant des réactions qui sont spécifiques à chaque asthmatique, à chaque femme qui fait l'asthme. Par exemple, une femme, elle fait l'asthme que lorsque elle entre en contact avec des graines de pollen, par exemple. Mais un autre asthmatique ne réagit pas obligatoirement à ça. Il y a des asthmatiques qui réagissent même à l'alimentation. S'il mange tel aliment, il ne va pas bien respirer parce que c'est particulier à cet asthmatique. Donc la prévention, ça sera d'abord de connaître ce à quoi on réagit et de se mettre par la suite à l'écart. On va se mettre à l'écart de tout ce qui est fumée, tout ce qui est poussière, tout ce qui est tabac, tout ce qui est poils d'animaux, mais aussi particulièrement à ce que vous savez que moi, je ne mange pas tel aliment, moi, je ne porte pas tel habit, moi, je ne m'expose pas à telle température de froid parce que ça va m'irriter. Alors moi, ça m'est arrivé lors de ma dernière grossesse, c'est que le médecin avait rapidement découvert que j'avais l'asthme vers les derniers mois de la grossesse. Et on a dû me mettre sous traitement. Mais est-ce que ça peut aussi arriver à une femme qui est enceinte, qui n'a jamais souffert de ça avant, comme moi, et de vite remarquer que non, que tu as cette situation-là, que dans cette situation. Et après, je n'ai plus fait cette difficulté de respiration. Ben, je ne vais pas... Si le médecin a posé le diagnostic, c'est que vous l'étiez déjà, mais peut-être parce que, comme je l'ai dit, si vous n'êtes pas face à des choses qui vous stimulent, vous, pour faire la crise, vous n'allez pas la faire même si vous êtes asthmatique. C'est peut-être, on a une fois diagnostiqué, peut-être il faudra demander aux parents, quand vous étiez jeune enfant, est-ce que vous consultiez un peu beaucoup trop pour des rhinites assez souvent? Peut-être qu'ils ont été à côté de l'asthme, alors que c'était l'asthme que vous étiez en train de faire, qui est venu se déclencher face à une situation dans laquelle vous étiez à ce moment-là. Mais ça va dépendre, pour que vous puissiez faire d'autres crises, il faudra peut-être retourner dans cette même situation, s'exposer au même agent qui avait causé cette crise-là. Mais quand on est asthmatique, comme je l'ai dit, c'est une maladie inflammatoire qui est chronique, qui va aller sur le long terme. L'avocat à la mayonnaise, c'est notre recette, une très bonne salade qu'on a eu à goûter. C'était vraiment bon. Moi, j'ai goûté, j'ai demandé, j'en ai redemandé encore et encore. Et j'espère que quand vous allez le reproduire chez vous à la maison, vous aurez aussi l'attitude que j'ai eue parce que c'était simplement bon. C'est pas Jackie qui était venu cette semaine. On s'est passé de Jackie, on s'est passé de poulet pour prendre un peu une touche de salade cette fois-là. Et c'était avec Louise Fatou qui nous a appris comment faire l'avocat à la mayonnaise pour cette semaine. Petite recette très simple, parce que si ce n'était pas simple, parce on allait y ajouter l'œuf, c'est possible de le faire. On peut ajouter aussi l'œuf, on peut ajouter beaucoup d'ingrédients, le petit pois ou le maïs doux, on peut ajouter toutes ces choses-là. Mais la mienne, elle est vraiment, vraiment trop simple. Alors, tu vas nous expliquer, Fatou. Alors, on aura juste besoin de l'avocat. On aura besoin de quoi? Comment on aura besoin de l'avocat. Et cet avocat-là, il ne faudrait pas que ça soit un avocat qui est déjà trop mou, trop fondu, que ça ne soit pas trop fondu. Hein? C'est un avocat qui est un peu dur, parce qu'on aura besoin de le couper en petits morceaux, comme c'est fait là. À part l'avocat, on aura besoin de la mayonnaise.
à part la mayonnaise, on aura aussi besoin de l'oignon et de la tomate. Moi, j'ai déjà coupé parce qu'il fallait aussi gagner beaucoup de temps. C'est dans l'émission, on n'a pas vraiment assez à des minutes. Mais au-delà de ça, Immaculée, il y a un petit ingrédient qui s'ajoute, c'est... voilà, ça. J'espère que tu te retrouves. Moi, d'abord, je ne vois pas. Est-ce que tu peux... Les cubes tomates. Ah, oui. Cube tomate, n'importe quelle marque, hein, parce qu'on n'est pas là pour faire la publicité. Oui. Ok. Alors c'est ça qui va ajouter une touche spéciale à notre recette d'aujourd'hui. Et bien sûr, nous allons, après avoir bien arrangé ces ingrédients, nous allons maintenant mélanger. Nous allons passer juste au mélange. Donc, on n'a pas besoin du feu. Voilà, j'allais poser la question. Fatou, mais attends, s'il te plaît. Quand on voit déjà les cubes tomates, mais comment se fait-il qu'on va mélanger les cubes tomates et puis on ne va pas mettre ça au feu? Déjà que le goût là du cube, j'imagine dans l'avocat et puis ça ne passe pas au feu. T'en fais pas, ça sera trop bon. Ok, en tout cas. Après tout, je dis que c'est la bouche qui va juger. Franchement, Lina ne me contredit pas. Fatou, non. Fatou, tu me fais peur. Pour une fois, j'ai vraiment peur de la recette. Mais on va continuer. On va goûter à la fin. Ouais. Je vais vous laisser le temps de goûter et ça va. C'est après que vous allez donner votre jugement. Oui, c'est ça. On va juste mélanger. Alors, et parce qu'on a le cube tomate, on n'aura pas besoin de mettre le sel. Ok. Oui, parce que déjà que les cubes, oui, c'est déjà salé. Sel, oui, tu as et raison, si on veut mettre le salé. sel, ça sera vraiment trop. Et pour des gens qui ont un problème de tension, ça ne sera pas d'hypertension, je voulais dire, ça ne sera pas vraiment trop intéressant. Fatou, ça se passe bien de l'autre côté? Oui, ça va. Je te rappelle que c'est une recette. Waouh, en tout cas, c'est beau à voir, hein? Ce qui est sûr, c'est beau à voir. Que nos frères du Mali aiment trop. Mais Fatou, j'ai quand même une question en fait. J'aimerais te la poser parce que messieurs derrière les caméras a peur de cette recette. Je l'entends dire, est-ce que ça ne va pas créer le mot des ventres? Non, pas vraiment. Mais est-ce que ça ne va pas nous causer, je ne sais pas moi, le mot des ventres, Fatou? Parce que quand je vois déjà l'avocat, mayonnaise, la tomate, Fatou, toi tu as déjà goûté à ça, rassure-nous. Comme ça, on va aussi manger. En tout cas, il n'y aura pas vraiment de conséquences. Il n'y a pas vraiment de conséquences. Et moi, j'ai mis un peu de tomate. Hein. Je veux que ce soit trop. Ça dépend de chaque personne, de comment il aime ou elle aime consommer la tomate. Voilà. Alors, c'est une recette qu'il faut généralement, qu'on consomme généralement avec le pain. Oui, donc lors du déjeuner alors? Oui, lors du petit déjeuner, on peut consommer ça. Mais pour nous aussi, parce que tu avais évoqué tout à l'heure le carême, je dis qu'avant de, bien sûr, de rompre mon jeûne, c'est une recette qui passe facilement. Je peux la prendre avec mon petit morceau de pain. Mais il y a certains qui peuvent consommer ça avec le riz ou la chikwang. Ça passe aussi. En fait, l'avocat, la mayonnaise, si je dois appeler ça cette salade, on peut la consommer avec la chikwang. Oui. Mais avec le riz, je crois que oui. Oui, avec le riz aussi. Parce que je connais des personnes qui mangent le riz accompagné avec l'avocat. Donc, ils mettent l'avocat à côté et puis ils mangent le riz. Oui. Donc, ça peut passer. Oui, ça va passer avec le riz, avec... Bon, les patates aussi, hein. Les patates sautées, ça peut passer. Bon, de toute façon, en matière de cuisine ou de nourriture, il y a des personnes qui ont des recettes un peu compliquées et ça dépend d'une personne à une autre. Il y a des gens qui mangent des choses, quand on t'en parle, tu te dis, ça, je ne peux pas manger. Mais une autre personne mange. Oui, je peux t'assurer que moi aussi, au début, j'avais du mal à manger ça. Mais quand j'ai goûté, je me suis vraiment habituée et j'ai senti que c'était quelque chose de bon que j'ai raté avant. Malheureusement, tu n'as pas prévu des assiettes pour qu'on puisse goûter, mais je crois que tu vas le faire après. Comme ça, tu pourras nous apporter aussi sur ces plateaux, on va goûter, pour aussi témoigner, parce que jusque-là, personne n'a goûté. Hein. Comment dire aux téléspectateurs que c'était bon? Qui aime trop goûter, elle va s'abstenir en fait. Ne veut même
pas dire un mot. Mais non, c'est pas ça en fait. Tu vois les choses autrement. Contrairement à Immaculée et au monsieur qui est derrière les caméras, moi j'ai envie de goûter en fait, parce que je veux voir en fait ce que ça donne. Tu vois, il y a une première fois à tout en fait. C'est pas qu'en ayant peur. En fait, Lina, elle a envie de goûter, mais les grimaces qu'elle fait là, c'est ce qui. J'ai dit les quoi. Ouais, j'ai envie de goûter, mais après, je me dis. Elle s'est dit, bon, qu'est-ce que j'aurais finalement? Est-ce que je vais dormir? C'est ça le problème. Voilà. Alors, lui, c'est tout ce qu'il y a c'est tout ce qu'il y a à dire. En tout cas, il y a autre chose à rajouter avant de. Bon, peut-être faire. Revenir un peu en Swahili, en quelques mots pour faciliter la tâche à tous ceux-là qui nous suivent dans le coin reculé de la province, de pouvoir aussi avoir une idée de cette petite recette qui peut aider tous les ménages. Peut-être, vous voyez, le matin, quand l'enfant veut partir à l'école, il faut faire rapidement pour lui. Mais tu parles en français. Oui, vraiment. Alors, leo recette yetu ni ka salade tu kakalo kwa ka simple sana ka avocat. Alors, tuna constaté que ma famille a mingi tunakalaka na habitude ya kula avocat, mais tunaifanyaka, comment on dit déjà, tunaitonga twanga na sucre na majiba. Mais leo tunapenda kumnyonyesha que kuku façon ingine ya kufanya ya kuria avocat. Donc munaweza kubeba avocat, munaichanga na mayonnaise, sasa hivi tunafanya leo na ritungulu na tomate, munongeza ko na ka cube tomate kaloko tu njuu ya kuongeza ko kale ka goût na kuongeza ka chumvi. Donc à tout ça quoi besoin na kuweka chumvi parce que tunaya que cube tomate yetu inekalaka déjà na chumvi. Être intègre dans le milieu professionnel n'est pas forcément évident en fait, parce qu'on a envie de plaire à nos collègues, on a envie de montrer qu'on n'est pas une poule mouillée, qu'on n'est pas un loser, qu'on peut braver le jugement des autres. Et du coup, ça ne nous permet pas trop d'être intègre en fait. Et même quand on le veut, on a l'impression que c'est plus fort que nous. Alors qu'il est important d'être intègre, surtout dans le milieu professionnel. Alors personnellement, avant de commencer, je veux encourager toutes les personnes qui sont intègres dans le milieu professionnel, restez tels que vous êtes et essayez aussi de transmettre cela à d'autres personnes. Mais pour ceux qui se disent ou ceux qui pensent encore qu'être intègre, c'est encore un défi, eh ben, on va en parler. Déjà, l'intégrité renvoie à faire ce que l'on dit. Donc, on est en phase, on est sur la même longueur avec ce qu'on dit. Tu le dis et tu le fais, en fait. Tu vois? Okay. Ou encore, d'autres personnes te diront que l'intégrité, c'est pas seulement un trait de caractère, mais l'intégrité, c'est toi-même en personne. C'est que tu es, en fait, tu vois. C'est que tu es l'éducation, encore la composer, en fait. Bon, la substance qui te compose, comme on le dit, la substance qui te compose. Tu es faite de ça, en fait. Et c'est au travers de ça, c'est au travers de ton intégrité qu'on sait te définir, qu'on sait placer confiance en toi et qu'on sait dire que tu es en phase, en fait, où la façon de faire les choses permet aussi aux autres de dire que tu es en phase avec ce que tu dis. Quand tu le dis, tu le fais. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on va essayer... Donc, une personne intègre, c'est même quelqu'un qui tient à sa parole, par exemple. Exactement, qui tient à sa parole, qui tient à ce qu'il est. Mais aujourd'hui, on va essayer aussi de voir comment être intègre dans le milieu professionnel, parce que ça, c'est un peu difficile. C'est vrai que dans le milieu professionnel, on est un peu... chaque personne est venue dans sa famille, chaque personne a sa façon de voir les choses. Mais on a l'impression aussi que dans le milieu professionnel, il y a un peu des choses où encore on a trop de laisser aller. On y va un peu, on fait ce qu'il faut faire. Tout simplement parce qu'on a eu des gens qui nous ont précédés, qui ont fait des choses que nous aussi, on se dit, ben, ils nous ont précédés, je veux faire ça. Alors que ce n'est pas dans tes cordes, ce n'est pas dans tes attributions. Tu n'es pas comme ça, c'est pas toi. C'est pas de l'éducation que tu as eue. Mais forcément, parce que tu as trouvé les gens dans le game, tu te dis, ben, c'est le game, je veux aussi faire quoi? Je veux aussi me lancer dedans. Et puis, tu te lances. Et
deux fois encore, on a peur de ce que les autres peuvent dire de nous, de comment les autres peuvent nous prendre, tu vois, et on a du mal à être intègre. C'est pourquoi aujourd'hui, on va réveiller notre conscience, on va réveiller notre personne, on va réveiller nos habitudes pour dire qu'une personne, c'est sa parole. Tu es en fait ce que tu dis. Parce qu'on se dit que ce que tu dis vient de toi et c'est toi. Et il est important que tu saches appliquer, il est important que tu sois le reflet de ce que tu dis en fait. Il y a sous d'autres cieux ou encore dans la population, dans la société ou encore avec les gens qu'on côtoie, tu entendras les gens dire que en fait, les gens ne font pas ce que tu dis, mais les gens font ce que tu fais. Parce qu'il faudrait que ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu es soit la même chose en fait. Alors, il y a d'autres personnes, c'est vrai que l'intégrité varie aussi selon les positions qu'on occupe un peu au travail. Tu te dis, je vais être intègre sur ce sujet, je vais lancer un peu un big salam à Léopold Kingo ou encore à Grace Kalong ou encore à certaines personnes qui savent vraiment s'aligner en fait sur leurs paroles. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui ne vont pas accepter ça. Ils diront mais non, elle aussi, elle a trop de logique en fait. Elle a toute ma logique qui est toi bongo. Et qu'on a quoi que toi nier. Oh, et qu'on a toi bien vilé à chaque jour. Non, si c'est ce que t'es, si ce sont tes valeurs, c'est une valeur en fait l'intégrité. Si c'est ça tes valeurs, il faut savoir le faire respecter, même si tout le monde ne veut pas le respecter, mais tu dois t'aligner. Parce que c'est ce qui fait de toi ce que tu es. On voit d'autres agents, il a eu une bonne éducation, il vient d'une bonne famille, mais parce que son supérieur lui a dit, c'est vrai qu'on nous a dit de respecter nos autorités, de respecter les supérieurs, de respecter nos chefs, mais ce n'est pas pour autant que si mon chef me demande de voler, je veux voler, alors que je n'ai pas eu l'éducation de voler. Donc, il faut savoir être intègre, mais bien le propager, bien le transmettre, bien dire à ton supérieur que si je comprends bien, si mon supérieur Alain Saint-Pierre me disait quelque chose, je ne suis pas d'accord avec, au fait, ça ne m'arrange pas, c'est contre ma morale ou ma conscience, je peux carrément dire non. Parce bon, je pense que si c'est contre le règlement de l'entreprise, tu pourras dire non. Si c'est contre ta morale, ouais, mais il faut voir ta morale, est-ce que ta morale, cette fois-là, est-ce que ta morale s'aligne avec les règlements de l'entreprise, tu vois? Si ta morale, tu peux avoir une éducation, oui, mais parce que quand on t'a engagé à l'entreprise t'a dit, mais sûrement on nous a tous posé cette question, pourquoi on va te prendre toi? Tu vas dire parce qu'il faudrait que l'entreprise compte sur moi, tu vois. Terminons cette partie par cette question intéressante. Eh bien, j'espère que, ou j'imagine que vous vous posez aussi cette question à la maison, ou encore vous avez eu un pote, une amie en train de papoter là, et puis entre vous, vous vous êtes dit, ben, est-ce que l'amour sans intérêt existe-t-il vraiment? Ou encore, vous avez été dans une relation où vous avez des amis, ou après, quelqu'un vous a taxé d'être dans cette relation simplement pour l'intérêt, et parce que vous vous êtes posé la question, mais l'autre là, il n'avait même pas de l'argent. Et puis on m'a traité d'être dans cette relation forcément parce que je voulais de l'intérêt. Encore, il y a d'autres personnes aussi qui se posent des questions de savoir, mais est-ce que l'amour sans intérêt existe-t-il vraiment? Eh bien, chère dame, moi personnellement, je me fais le plaisir avec Luz Fatou de vous répondre à cette question. Je vais commencer avec Fatou. J'aimerais, dans les quelques minutes qui nous restent, qu'on soit vraiment clair, qu'on soit direct. Est-ce que l'amour sans intérêt existe réellement? Bon, je vais dire non. Ok. Non, parce que déjà, avant d'aimer quelqu'un, avant de tomber amoureux, amoureuse, juste l'effet de poser les yeux sur quelqu'un, il y a quelque chose qui nous attire. Il y a quelque chose qui nous attire. Et moi, personnellement, je veux dire, cette chose-là, c'est déjà un intérêt. Ouais. Oui, parce que je ne peux pas accepter quelqu'un qui est moche. Bon, je veux dire, quelqu'un qui est moche, j'accepte. Après, je commence à avoir honte de me promener avec lui. Non, je vais accepter s'il est beau. Et c'est déjà un intérêt. Je vais me dire, non, même quand je vais commencer à me promener, en tout cas, les gens vont dire, ah, ça, c'est vraiment un choix. Ça. Donc, c'est déjà un intérêt. Donc, nos maris, là, nous ont épousés avec intérêt. Ah, chérie, oh. Mais oui!
Mais oui, il y a toujours un intérêt dans tout. Et ça ne va pas manquer dans l'amour. Il y a toujours un intérêt dans tout. L'intérêt, quand on parle de l'amour sans intérêt, généralement, ça renvoie à quoi, cet intérêt-là? Mais l'amour sans intérêt, ça ne renvoie qu'à Dieu. Hein. Je dirais que ça ne renvoie qu'à Dieu. Non, en fait, l'intérêt, là, c'est quoi? Quand on parle de l'intérêt dans l'amour, on fait allusion encore. Parce que moi, je me dis, il y a des gens qui disent, non, il faut avoir l'amour sans intérêt. C'est quoi l'intérêt, là, dont les gens font allusion? Bon, moi, je trouve que l'intérêt que les gens font allusion, c'est genre quelque chose que tu vas gagner en retour, en fait. Qu'est-ce que tu auras chez l'autre? Et ils se mettent plus dans le matériel. Bon, pas seulement dans... Moi, je ne trouve pas que l'intérêt, c'est seulement dans les matériels, en fait. Pas seulement dans le matériel. Par exemple, aujourd'hui, disons, aujourd'hui, tu es là, tu es belle et tout et tout. C'est pas forcément dire que François t'a épousé parce que tu lui donnes de l'argent. Non, c'est lui qui assume tes besoins. Mais il est fier parce que peut-être tu es intelligente. Tu vois? Il sait que... Non, non, faut pas mettre peut-être. Parce que là, on dirait que tu doutes. Imagine D'accord. Je ravale mes mots. Je ravale. Je ne dirais pas que peut-être. Il est avec toi parce que tu es intelligente. Ah, voilà, on continue. Alors, il se dit, moi que je suis là, avec mon bagage et le bagage de cette femme, on fera un couple parfait. On fera l'équilibre. Et on va transmettre des choses à la nouvelle génération. C'est de l'intérêt. C'est pas forcément dire que tu lui donnes de l'argent. Tu vois un peu. Donc, moi, je trouve que l'intérêt n'est pas forcément matériel, mais ça peut être psychologique et toutes ces choses-là. Il y a une autre personne qui pourra se dire que non. Moi, pour que je puisse émerger dans la vie, il faudrait que j'évolue aux côtés de telle personne. Tu vois un peu. Et c'est comme ça que ça va de soi. Alors, pour des personnes qui disent que l'amour sans intérêt, il faut aimer sans intérêt, c'est parce que pour eux, l'intérêt, c'est d'abord le matériel. Or, on s'approche à l'autre. Déjà, qu'il faut savoir, c'est que la personne est une réponse à quelque chose. Quand on place une rencontre dans ta vie, quand tu rencontres une personne, peu importe l'échelle que la personne occupe, maintenant, il faut être malin, il faut être intelligent, il faut savoir tirer quelque chose de positif chez la personne. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui viennent dans nos vies, qui viennent et qui vont, on leur reproche d'avoir été là et puis de nous avoir laissé tomber. Mais on a cette rancune parce qu'on n'a pas eu le temps de maximiser, de gagner au maximum ce que les personnes pouvaient nous offrir, tu vois. Tout ça pourquoi? Parce qu'on est focus sur le matériel. Mais est-ce qu'il va me donner de l'argent? Est-ce que je veux faire comme ça? Est-ce qu'il y a ceci? Non, c'est pas forcément ça. C'est pourquoi je dis que c'est un peu compliqué quand on dit l'amour sans intérêt, est-ce qu'il existe vraiment? Mais est-ce que, s'il faut répondre d'une manière claire à cette question, Lina, l'amour sans intérêt, ça existe réellement? Sans intérêt, je dirais non, comme Fatou. Ça n'existe pas. Non, pas parce que je me base simplement sur le matériel, mais je pense que ça n'existe pas parce qu'on a gagné. Alors que l'amour sans intérêt n'existe pas. Ok, mais il y a des hommes, même nous les femmes, on arrive à dire ces couples, et parfois on juge les célébrités. Tout à l'heure, on a parlé, il y avait l'affaire Hakimi. On en parlait. Non, c'était la femme visait l'intérêt, elle visait le matériel. On était en train de dire l'amour par intérêt ou l'amour avec intérêt. Mais quand est-ce que... En fait, quand on parle de l'intérêt, en fait, quand est-ce qu'on condamne? Quand est-ce qu'on arrive à condamner pour dire que cet amour, vraiment, c'est pas un amour sincère, c'est pas réel, ça vise plus l'intérêt? Bon, on arrive à condamner, c'est au moment où, par exemple, comme cette affaire-là que tu as relevée tout à l'heure, cette affaire de Hakimi, c'est quand la personne commence maintenant à montrer vraiment qu'elle est là pour le matériel. Parce que si on veut parler des autres intérêts, comme ce que je vais gagner de l'autre, ce que j'apprécie chez l'autre. Non, mais Fatou, attends. Ça, en tout cas, ça ne pose pas vraiment problème. Mais par quand exemple, la personne mon mari commence... même, comme Lina l'a dit, mon mari vient m'épouser parce qu'il s'est dit je suis intelligente, je suis peut-être jolie, il va frimer avec moi, je vais l'aider à réussir ses projets et tout. Moi aussi, je dois trouver une motivation. Je dois aussi viser un intérêt. Et si moi, mon intérêt, je me dis, pendant que lui, il compte sur ma beauté, mon intelligence, moi aussi, je me dis, il va assurer mes voyages, par exemple. Est-ce qu'on va me condamner pour dire que ça, c'est de l'amour avec intérêt? Moi, on ne va pas te condamner parce que vous vous aimez. Vous vous aimez déjà. Et on t'a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas d'amour sans intérêt. Donc, vous vous aimez et il y a déjà cet intérêt-là. L'intérêt. C'est ça, on condamne quand la personne commence à le manifester.
Par exemple, il y a un petit problème, tu t'affiches déjà, oh non, le divorce et tout ça parce que tu sais que tu vas gagner autant, parce que tu veux gagner autant, c'est là. Et c'est ce qui fait à ce que les gens puissent condamner pour dire non, cette femme en tout cas, elle a montré réellement qu'elle était aux côtés de cet homme pour son argent. Lina, je te pose la même question. On a vu des couples se marier, Lubumbashi, Kolwezi, Kinshasa et même en dehors. On se dit, cet homme, cette femme ne pouvait jamais accepter cet homme. Ça, c'est l'amour par intérêt. Cet homme ne pouvait jamais faire la cour à cette femme. Il l'a fait parce que la femme vient d'une famille peut-être aisée où dans sa famille il y a beaucoup d'argent. Du coup, il est allé. C'est sur base de quoi qu'on établit qu'on tire ses conclusions? Bon, déjà, moi je trouve que ça va un peu dans deux sens. Oui. Est-ce que pour condamner, c'est les gens qui le disent ou c'est la personne elle-même qui le vit? Parce que si c'est les gens qui le disent, bon, les gens ils sont toujours là pour se faire leur opinion. Avant que toi tu ne te fasses ton opinion, eux déjà, ta manière, les fait juste te voir, ils ont déjà une opinion de toi, ils savent déjà comment tu es, ils se disent non, elle ne pouvait pas être là, même si c'est des choses que tu as gagnées personnellement, ils diront ah mais non, tu vois, même le trophée qu'il a eu là au cinéma, c'est parce qu'il a couché avec le producteur, oh mais non, tu vois, le fait qu'il produit, je sais pas moi, qu'il a bien chanté, c'est parce que tu vois, ils auront toujours une histoire, mais ça devient par intérêt, par exemple, si la personne qui est dans cette relation, ok, commence à faire sortir le côté là qui est sa priorité, le côté qui est intérêt. Moi, je commence à faire sortir ça en premier, ok? Ça devient en avant. Avant qu'on ne parle de quoi que ce soit, c'est d'abord la chose qui va, tu vois? C'est comme par exemple quand tu as dit de l'affaire Hakimi, ça a été clair quand sa femme a été au tribunal, c'est pour le partage des biens, tu vois. Je voudrais qu'on partage des biens, mais c'est pas forcément dire qu'ils se sont mariés par intérêt. Peut-être qu'ils se sont mariés par amour et puis après, avec ce qu'elle a vécu, il y a eu des problèmes dans ça. Moi, je trouve que l'intérêt, c'est peut-être les gens qui sont dans la relation, qui peuvent peut-être qualifier ou croire que là, telle personne m'a aimé à cause de ce que j'ai, tu vois. De l'extérieur, comme ça, c'est difficile de juger que si c'est par intérêt. Tu vois, il y a d'autres personnes, ils tombent amoureux et puis après tu dis, ah mais ces deux personnes-là, c'était dans le noir ou quoi? Comment ils ont pu s'aimer? Tu vois, comment ils ont pu s'aimer? Or pour eux, ça a été une vraie histoire, ça a été une vraie relation. Ils sont juste tombés dedans, carrément ils ne pouvaient pas y croire sans intérêt. Et puis après, le Seigneur a béni avec les intérêts, comme on le dit. Mais il y a aussi d'autres, on sort dehors, on raconte, tu dis, ah Fatou, tu sais, ah, mon mari là, il est ennuyant. S'il n'avait pas de l'argent, je ne vois même pas si j'allais être en couple avec lui. Tu vois, là tu donnes l'aperçu à Fatou, tu lui donnes une idée de croire que Lina n'aime pas son mari, il est en fait dans cette relation simplement parce que son mari lui donne de l'argent, tu vois un peu. On voit un peu dans ces genres de sens. Mais je pense que pour définir l'intérêt vraiment, c'est les deux personnes qui sont en couple, les deux personnes qui sont en relation, c'est peut-être à eux de définir vraiment l'intérêt. Mais Fatou, est-ce que quand une femme pose un critère du genre, que j'aimerais que l'homme, en tout cas moi pour accepter un homme, tu vois une femme dire, parmi mes critères, ou mon premier critère, quand seulement l'homme est chrétien, hormis la chrétienté, il doit avoir de l'argent. Est-ce une mauvaise attitude ou un mauvais critère? Tu réponds très vite. Je sais que Lina a beaucoup à dire. Je ne sais pas. Non, je crois et j'espère que cette question ne me sera pas posée. Je crois que c'est pas une mauvaise attitude. C'est normal. Parce que vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas aimer comme ça sans réfléchir. Il faut aimer tout en étudiant tous les préalables. Il faut voir, quand je vais accepter cet homme qui est peut-être, je ne sais pas, chrétien, bien sûr, il y aura Dieu dedans, mais il faudra que nous puissions manger. Il faudra que nous puissions bien dormir. Non, vous pouvez manger. En fait, avoir de l'argent ne signifie pas, comment je dirais, quand on dit quelqu'un qui a beaucoup d'argent, ça ne signifie pas que tu ne veux pas quelqu'un qui peut peut-être te payer qui te donne le boukari. Donc, en fait, qu'est-ce que je dois dire? Avoir l'argent, quelqu'un peut avoir l'argent pour te nourrir. Il subit à tes besoins, mais il n'a pas beaucoup d'argent. Mais toi, ton critère, c'est qu'il doit avoir beaucoup d'argent. Quand on parle de beaucoup d'argent, c'est-à-dire, tu peux faire toutes les folies que tu veux. Oui, je crois que c'est normal pour cette personne. C'est normal pour cette personne de se fixer cette opinion-là. C'est très normal. Pourquoi? Parce que ça dépend de la façon de voir de tout un chacun. C'est normal. Oui, ça dépend de tout un chacun. Si je me dis, bon, ma vie, je vais la baser sur des folies, alors je ne peux pas accepter quelqu'un qui n'a pas assez de moyens, qui ne vont pas me permettre de faire ces folies-là. Si vous
vous êtes rendu compte, on a passé 50 merveilleuses minutes et c'était un plaisir pour moi en tout cas de passer ce moment avec vous. J'espère que vous avez aimé également. Alors merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à la grande équipe technique de Mikuba Télévision. Au revoir et surtout, restez en compagnie de nos programmes.